Solidarity Conference. Thanks to Mirna for all the organization and Andres for all the help in these days. We will be beginning with two French important scholars, François Nicolas and Marie-Josée Malice. They will speak in French, but in the case of François, we will have his presentation in slides in English. François Nicolas is a pianist, composer, a music theoretician, a philosopher, a good connoisseur of advanced mathematics, so in one word, a true universal spirit. He has been professor of the École Normale Supérieure, researcher of the CAM at Paris, a co-director of the famous Monmouth Seminar, where mathematics, music, and philosophy are blended together. There is a long Wikipedia page on him where you can go to see his many compositions, articles, and books. So it's a great pleasure to have you here, François. The floor is yours. Thank you, Fernando, and thank you to Mirna for this invitation. I will prefer speak in French because my English is not very precise. So I have written a paper in French, and there is a translation of this paper by my friend Martin Gonzalez. So you can hear my speech and read the paper in English. So for the two languages, it will be possible to hear what I have to say about the question of this conference. So I speak in French now, if you agree. So, Mirna Jamanja nous invite à partager une vision du monde après la crise du Covid-19. Comme je ne pense pas que nous soyons d'ores et déjà après la crise en question, je vais entendre sa question comme une invitation à la prospective plutôt qu'à l'analyse détaillée de la situation présente. La crise sanitaire provoquée par le coronavirus est bien toujours en cours dans les différentes régions du monde. L'alternance des saisons été-hiver sur les deux hémisphères rythmant son déplacement plutôt que sa résorption. Et cette pandémie a en effet pour vertu de nous imposer de penser les choses à échelle du monde, non d'un continent, moins encore d'un pays. La manière dont les gouvernements du monde ont réagi à cette crise sanitaire, par un confinement brutal qui matérialisait leur peur face à l'incapacité des États qu'ils dirigent à protéger les populations qu'ils encadrent, cette manière a déclenché un séisme mondial d'ordre économique, monétaire, financier, social et géopolitique. Un tel type de séisme engage la formation, d'abord souterraine puis en surface, de vagues monstrueuses, et chacun sait bien désormais qu'une série de tsunamis va déferler sur le monde entier au second semestre. Difficile donc de nous projeter après un tsunami qui ne fait pour le moment qu'enfler à l'horizon et dont nous ne connaissons pas encore bien l'échelle historique. Difficile également de penser la crise qui ne vient donc que s'amorcer comme une crise du Covid-19. Je comprends bien sûr pourquoi on la nomme tous ainsi spontanément, mais cette nomination, commodément partageable, doit être elle-même interrogée si l'on veut réfléchir ensemble quelques prospectives. Selon le vieil adage dialectique, les causes externes agissent par les causes internes, le coronavirus agit sur le monde, et pas seulement sur nos physiologies, sur nos corps, par les causes internes de ce monde. Mais quelles sont-elles ? Comme chacun sait, le monde contemporain est celui de l'emprise généralisée et sans adversité d'un capitalisme déchaîné. Un capitalisme qui traite en pur et simple déchet 2 milliards d'êtres humains considérés par lui comme inutiles car inexploitables, 1 milliard d'entre eux sont d'ores et déjà reclus dans des bidonvilles, un capitalisme qui exploite sauvagement près d'1 milliard d'êtres humains dans des grandes usines militarisées et gérées comme d'immenses casernes, cachées au regard du reste de la population, un capitalisme qui exacerbe les concurrences et rivalités entre winners et losers, un capitalisme qui concentre les États sur leurs fonctions répressives de maintien violent de l'ordre établi, en France par exemple,
Les seuls effectifs de la fonction publique qui croissent régulièrement depuis une décennie sont ceux de la police. Et finalement, un capitalisme qui, géopolitiquement, accuse les disputes mafieuses entre empires, aptes à prélever et piller le monde en fonction de leurs besoins propres, le tout culminant dans l'horizon stratégique d'une grande guerre interimpérialiste entre vieil empire américain et nouvel empire chinois. S'il y a donc crise du Covid-19, c'est bien parce que le virus a, de l'extérieur, exacerbé ses forces nihilistes internes au monde contemporain. Et s'il s'agit bien pour nous de penser l'au-delà des effets immédiats du Covid, c'est donc bien sur l'avenir de ce capitalisme mondialisé que nous sommes invités à réfléchir. Nous composons dans cette conférence, à nous 40, une sorte de petit détachement intellectuel multinational, rassemblé au gré des affinités de notre précieuse initiatrice Myrna Zamonja. Il va de soi que nous ne sommes pas rassemblés en vue d'éventuelles décisions politiques communes. Il est d'ailleurs bien dommage qu'il n'existe pas, ou plutôt qu'il n'existe plus, quelque international communiste digne de ce nom où pourraient s'examiner les questions politiques du monde contemporain. Et bien sûr, nulle raison de penser que nous puissions en être le germe. Je ne vais donc pas m'engager avec vous dans une discussion politique, à proprement parler, sur le monde contemporain. Je voudrais plutôt aborder la question: que nous arrive-t-il cette année, à nous, humanité désorientée, soumise par les gouvernements à l'alternance saccadée confinement-déconfinement? Je voudrais l'aborder sous l'angle idéologique suivant. Comment ce qui nous arrive affecte-t-il la confiance que chacun de nous peut avoir en l'humanité comme telle, en ses capacités à orienter son destin vers quelque émancipation collective plutôt que vers l'autodestruction nihiliste? Posons, si vous voulez bien, que la politique est ce qui met en jeu les idées pratiques que l'humanité a d'elle-même. Je dis idées pratiques pour les différencier simplement des idées scientifiques, disons anthropologiques, ou des idées sensibles, disons artistiques, et des idées individuées, disons amoureuses. Posons donc que la crise actuelle, déclenchée par le Covid-19, est une crise de l'idée que l'humanité a d'elle-même, et demandons-nous quel rapport à l'humanité s'oppose en cette crise. Puisque nous sommes ici invités à des prises de position subjectives plutôt qu'à des exposés savants, examinons ces rapports à l'humanité sous l'angle restreint suivant. Cette crise, vestibule du XXIe siècle, nous engage-t-elle dans une méfiance généralisée ou dans une confiance réinventée en l'humanité comme telle? Cette crise est-elle grosse d'une confiance de type nouveau en l'humanité ou, tout au contraire, nous enferme-t-elle dans une méfiance systématique à son endroit? Je dessine ainsi, comme hypothèse de réflexion entre nous, une sorte de carrefour idéologique. Examinons un instant son caractère proprement indécidable, tant les bonnes raisons de se méfier ou de se confier en l'humanité semblent aujourd'hui s'équivaloir. Commençons par la voie de la défiance. Vous pressentez que je commence par elle, car ce ne sera pas la mienne. Posons pour simplifier, en une fresque historique à très grands traits, que l'épuisement, en 1990, de la problématique des trois mondes, capitaliste, socialiste et tiers-monde, et la réduction de l'horizon au seul monde capitaliste restant, qui pouvait ainsi revenir tranquillement à ses racines libérales, c'est-à-dire au temps où les bourgeoisies n'avaient pas peur d'une alternative politique générale de type communiste, que tout ceci a correspondu à une perte de confiance dans les capacités de l'humanité à s'inventer un avenir collectif hors des sentiers de l'animalité humaine, cette forme sociable et langagière de l'animalité basée, depuis le néolithique, comme on sait, sur la propriété privée, la famille et l'État. D'où une longue période de transition entre le XXe siècle achevé en 1990 et un XXIe siècle au contour encore incertain. À ce titre, 2020 engagerait le XXIe siècle sous le signe d'une mutation idéologique, le passage d'une perte de confiance en l'humanité à une méfiance ouverte et déclarée.
La crise écologique constitue bien sûr un opérateur central de cette mutation. On parlera par exemple d'anthropocène plutôt que de capitalocène, attribuant ainsi de manière indifférenciée à l'humanité ce qui relève de conséquences explicites du capitalisme. On traitera toute chose comme si l'humanité n'était plus divisée en classes sociales, entre riches et pauvres, entre exploiteurs et exploités, entre dominants et dominés, mais formerait une collectivité disposant d'un plus grand diviseur commun, la survie. L'effet qui ne trompe pas d'une telle orientation est de soulever les désirs de guerre plutôt que de prêcher l'esprit de fraternité universelle. Cette montée des désirs de guerre est le trait principal qui m'a frappé dans les effets immédiats de la crise sanitaire. En France, Macron a déclaré le pays en guerre contre le virus, ce qui, au pied de la lettre, constitue une totale absurdité. Mais pourquoi alors l'a-t-il employé? Et pourquoi beaucoup n'y ont rien trouvé à redire? Bien sûr, parce que Macron n'avait visiblement pas d'autre mot à sa disposition pour nommer la mobilisation collective que celui de guerre. Il est assez inquiétant qu'il n'y ait aujourd'hui pas d'autre manière d'en appeler d'une ressource subjective collective que sous le signe d'une guerre. Tout de même, bien des écologistes ne savent plaider l'urgence de leur combat que sous le drapeau d'une guerre idéologique, et qui ne voient que les gestions étatiques de la crise sanitaire ont exacerbé les thèmes de la guerre, guerre dans l'approvisionnement des protections et médicaments contre le Covid-19, guerre commerciale et économique, monétaire et financière, guerre interne contre les migrations et guerre ultime entre les États-Unis et Chine. Guerre me semble donc le nom d'une méfiance généralisée en l'humanité comme telle, en ses capacités de se diriger elle-même, de résoudre ses contradictions internes sous d'autres orientations que la guerre de tous contre tous, guerre qu'il conviendrait alors de savoir aborder selon le seul principe de solidarité tribale minimale, d'où par exemple chez Macron la France comme grande tribu, certes différenciée par ses premiers et derniers de cordée, mais restant solidaire face à la menace d'autres cordées rivales. Face à ces désirs ascendants de guerre, on ne saurait constituer d'alternative crédible sous le signe de la paix. Comme on sait, la paix peut tout aussi bien nommer l'injustice organisée en ordre établi. Et bien des guerres s'engagent pour établir la paix antérieure d'un ordre injuste et inégal. D'où qu'il faille plutôt lui opposer le thème d'une confiance renouvelable en l'humanité comme telle. Différents signes au sein de la crise sanitaire encore en cours, nous en sortons peut-être en Europe, mais nullement dans le monde, différents signes nous indiquent qu'un tel principe de confiance est également à l'œuvre en ce début du XXIe siècle. Dans mon pays, en France, une France qui est pourtant à la traîne des nouvelles solidarités mondiales, une France qui a impunément détruit la Libye avec les conséquences désastreuses qu'on voit aujourd'hui, une France attachée à gérer la restriction inévitable de ses privilèges impériaux et de ses rentes de situation, acquises au fil de plusieurs siècles de prédation coloniale et d'exploitation impérialiste. En France, donc, on a pu cependant voir se constituer spontanément au moins 3 types de confiance pratique en une humanité qui s'émancipe de la concurrence, de l'empire et de l'État. Premièrement, la crise sanitaire a soulevé, dans mon pays, en France, une significative solidarité en faveur de ceux qui souffraient le plus du confinement. On sait que celui-ci a accusé les inégalités. Certains s'en sont immédiatement souciés et, comptant sur leurs propres forces, sans attendre de l'État ce que celui-ci visiblement n'était pas prêt à prendre en main, se sont aussitôt organisés pour distribuer la nourriture dans les quartiers populaires de banlieue. De ce point de vue, l'expérience des brigades de solidarité populaire, rassemblant de nombreux jeunes au service des pauvres de ce pays, est tout à fait significative. Mais combien d'autres soupes populaires, d'autres distributions gratuites de repas n'ont-elles pas également été organisées à l'écart de toute figure étatique? Deuxièmement, toute une effervescence collective a également pris forme sur les réseaux sociaux pour partager gracieusement le travail intellectuel gratuit de chacun pendant le confinement.
D'un côté, un pianiste venait tous les jours faire partager sa vision interprétative d'un morceau de musique. D'un autre, un jeune d'Aubervilliers venait présenter sa journée de lecture ou ses photographies. D'un troisième, un mathématicien transmettait son goût et sa pratique de notions et de démonstrations. Une riche émulation s'engageait ainsi en offrant gratuitement à quiconque ce qui pour chacun constituait le sel de sa vie. On se disposait ainsi au plus loin de l'esprit de survie concurrentiel auquel certains voudraient aujourd'hui acculer l'humanité. Le troisième exemple est sans doute le plus frappant. Il s'agit du dévouement à grande échelle d'un personnel soignant s'auto-organisant à distance de la gestion bureaucratique d'État des hôpitaux pour servir la population, sans distinction interne de revenus et de conditions. Cette soudaine affirmation collective, à grande échelle, du principe altruiste d'un travail gratuit au service de la population, permettez au vieux militant que je suis de le renommer au service du peuple, tout ceci est une apparition qui a sidéré le pays au point qu'elle a suscité une nouvelle forme de reconnaissance unanime. L'applaudissement public, tous les soirs à 20h, de la population urbaine à ses fenêtres. Je sais bien sûr ce que cette pratique pouvait comporter chez ceux qui applaudissaient, de facilité démonstrative, loin de toute véritable détermination durable. Il n'en reste pas moins qu'ils offraient ainsi une reconnaissance symbolique de cette affirmation. Posons. Ces trois manières spontanées, à grande échelle, de se disposer généreusement au service gratuit de la population dans sa générosité, vaut à mes yeux confiance renouvelée en l'humanité comme telle. Elles affirment en effet qu'il est possible, au cœur même d'une France se divisant inéluctablement entre rentiers profiteurs de privilèges acquis et populations délaissées car tenues pour inexploitables, il est possible que s'affirme collectivement, pendant plusieurs semaines, une action résolue à grande échelle, relevant d'une toute autre logique que celle de l'humanité corsetée dans des concurrences internes. Notons-le bien, ce qui ainsi donne confiance, c'est précisément la spontanéité d'une pratique confiante. On a donc ici affaire au cercle vertueux de la confiance. La confiance se déclare, se décide, et ne se déduit nullement d'un ordre des choses, et une fois ainsi engagée, la confiance s'auto-entretient. Prenons mesure de cet événement dans la France libérale, corrompue depuis Mitterrand jusqu'à Macron, par 40 ans de résignation. Cet événement que constituent des centaines de jeunes, des dizaines de milliers d'aides-soignants décidant par eux-mêmes de se mettre corps et âme, jour et nuit, au service d'une haute idée commune de l'humanité. Et point notable, cette mobilisation n'avait rien d'une mobilisation guerrière. Nulle symbolique ici relevant d'une hiérarchie militaire et d'une obéissance aveugle. Tout au contraire, une pratique joyeuse de l'égale mobilisation, de la libre initiative et de la fraternelle contribution. Au total, la première séquence de la crise sanitaire nous délivre donc une question face aux tsunamis qui vont déferler ces prochains mois. S'orienter selon une méfiance ou selon une confiance en ce dont l'humanité est capable. Je livre cette question à notre réflexion collective. Vous devinez bien sûr de quel côté se tournent mes propres espérances. Il y a lieu plus que jamais, en prévision de ce qui nous attend et qui s'avance massivement sous les traits sinistres de guerre qu'il nous faudra coûte que coûte refuser de faire, il y a lieu de réinventer une confiance neuve dans les capacités de l'humanité à renouer avec sa grandeur proprement moderne. J'entends ici par moderne une gerbe hétérophonique de pensée, d'invention, de pas en avant, fait dans la compréhension rationnelle et dans la projection éclairée, gerbe qui constitue pour l'humanité son trésor de pensée. Si la perte de confiance en l'humanité s'est appuyée, à partir de 1990, sur un oubli systématisé de ses acquis modernes, oubli dont le nom générique fut postmodernité. La méfiance en l'humanité qui engage aujourd'hui le XXIe siècle s'appuie sur leur forclusion, c'est-à-dire, selon la formule de Lacan, sur l'oubli même de leur oubli.
pour restituer la richesse de ce que l'humanité a produit, inventé, dégagé depuis 2 siècles, et qui constitue pour nous un trésor à se réapproprier dans les conditions du monde contemporain. Listons rapidement le trésor des mathématiques modernes, depuis Galois jusqu'à Grothendieck, le trésor de la musique contemporaine, depuis Schoenberg jusqu'à Boulez, et d'autres bien sûr, le trésor de la politique communiste, depuis Marx jusqu'à la Chine des communes populaires, le trésor, bien sûr, de l'amour moderne, émancipé de son aura romantique depuis la psychanalyse. C'est de cela que l'humanité pourra repartir, c'est cela qu'il nous revient de transmettre auprès des nouvelles générations. Bien sûr, là, je parle en senior, comme on dit. Reste que pour transmettre cette espérance du moderne, encore faut-il la pratiquer au présent, en faire ici et maintenant un principe actif. Une chose importante que nous rappelle cette crise du Covid-19 est qu'il nous faut penser à échelle de l'humanité tout entière et donc de la totalité du monde qu'elle peuple. Pour que ceci ne soit pas une idée creuse, il revient aux intellectuels que nous sommes de savoir sortir de nos disciplines et de nos pays respectifs, non plus bien sûr pour nos seuls besoins professionnels, mais plus gratuitement pour nous lier à ceux que ce monde contemporain rejette, exemplairement selon moi, à ceux qu'il rejette à 2 extrémités singulières du monde, les gens des bidonvilles et les ouvriers des grandes usines, car ces gens rejetés en savent bien plus que nous sur ce monde que nous croyons connaître. Les gens des bidonvilles, considérés comme inutiles, comme en trop, car inexploitables par le capitalisme contemporain, sont parqués dans des zones d'habitation réservées. Les ouvriers des grandes usines, considérés par contre comme essentiels à la production et donc à l'exploitation capitaliste, sont parqués dans un autre type de zone réservée, la grande usine militarisée dans laquelle personne ne peut entrer. La confiance en l'humanité se pratique exemplairement dans ces moments où un intellectuel et un ouvrier, un intellectuel et une femme du peuple se mettent en égalité de pensée à parler ensemble du monde de l'après-Covid-19 et des moyens de le changer. Seul ce type de pratique, en diagonale des places sociales accordées à chacun, peut attester au présent d'une dynamique effective d'émancipation collective, peut attester qu'il ne s'agit pas seulement de froide considération, mais bien de vitalité et d'entrain ici et maintenant. D'où, pour conclure, en résumé, l'idée que je proposerai pour répondre à la question initiale, quelle vision du monde après la crise du Covid-19 ? Il nous revient de reconstituer une confiance de l'humanité en ses propres capacités collectives, en transmettant les acquis modernes du XXe siècle, aujourd'hui fort clos, aux jeunes générations, et en pratiquant ici et maintenant, avec entrain, de nouvelles modalités de rencontre entre intellectuels, ouvriers et femmes du peuple du monde contemporain. Au total, voici peut-être une proposition pour une prochaine session de Solidarity Conference. Je vous remercie. Thank you very much, François, for this very insightful and hopeful vision, which is something fresh that we need. So I open the floor for questions or comments. Well, let me start. It is very beautiful what you suggested. All your talk was very positive, and it shows that when one is a fighter for the justice all his life, that is what one does. And I think this is a brilliant idea to have a conference in which it will not be like this time, only us who are used to giving talks and writing elaborate addresses, but also people who perhaps in a simpler way will express the idea of solidarity and whose voice actually is the one that counts. So after this comment, I would like you to comment on something. I would like you to comment on something that I find is very appropriate, and where you are an insider. I would like you, if you can, to compare this moment where we are with May 1968 in France. Are there similarities? Are there battles still to be fought? What can be done? Thank you.
I answer in French if you prefer, because for me it will be. Bien sûr. Ouais. Ok. 1968, on est quand même bien loin, hein, parce que, bon, je ne cacherai pas, vu mon âge, j'avais 20 ans en 68, hein, donc j'ai évidemment connu ça de très près, et d'autre part comme militant à l'époque. L'écart est tellement abyssal avec 68 que j'ai beaucoup de mal à le rapprocher, si ce n'est pour dire que c'est vraiment comme une chose, comme le noir et le blanc. Enfin, bon. Moi, mon idée, si vous voulez, c'est que, alors effectivement, en 68, s'affirmait une confiance dans l'humanité que l'on peut voir si je prends les 4 thèmes que j'ai pris. Enfin, du point de vue des mathématiques, c'est quand même un moment absolument grandiose, évidemment, indexé par Grothendieck, mais pas uniquement, en musique aussi, etc. Bon. Donc, c'était le moment où, d'une façon, d'ailleurs, précisément avant que ne défaire le thème finalement nihiliste de la postmodernité, où s'affichait un élan de la modernité, de la pensée moderne, bon, et alors en politique, c'est évidemment, n'en parlons pas, puisque ça culminait dans une expérience dont je pense qu'il y a beaucoup à retirer, y compris d'ailleurs pour ceux qui s'inquiètent de l'écologie, qui est celle des communes populaires en Chine. Je fais une petite digression, mais si vous voulez, n'oublions pas que les communes populaires lancées en 1958 en Chine sont les premières tentatives de développer une industrie à la campagne, de mettre dans les usines des champs aussi pour qu'on y produise de l'agriculture, d'éviter absolument un développement spécialisé. Alors, on ne parlait pas au niveau mondial, mais au niveau de Chine, enfin, qui est absolument contraire à tout ce qui s'est fait et dont on a vu les catastrophes pendant le Covid-19. Si 90% des médicaments sont produits en Chine, c'est une catastrophe. Bon, l'expérience des communes populaires a été une tentative, sous d'ailleurs le mot d'ordre « chacun doit compter sur ses propres forces », non pas du tout dans l'idée d'une concurrence, d'une rivalité avec les autres, mais d'une complémentarité. Bon, il y aurait énormément à retenir de tout ça. Donc, 68, c'est cette affirmation-là, et ce que l'on constate, c'est que ce qui s'est passé après, alors évidemment, parce que ces mouvements-là, par certains côtés, ont échoué, ça c'est vrai, il y a des échecs internes qui ne sont toujours pas bien compris. Je prends, c'est un peu la même chose en musique. Il est vrai que quelque chose de la musique contemporaine a un peu échoué, ça c'est vrai, on ne va pas le nier. Et ça, c'est la responsabilité des musiciens, ce n'est pas la faute des autres. Et on n'a pas bien compris pourquoi ça a échoué. N'empêche que les idées étaient très bonnes. Je fais souvent je fais souvent cette comparaison, si vous voulez, en mathématiques, puisque quand même parmi nous, il y en a un certain nombre, avec la situation qui était en algèbre avant Galois. Avant Galois, Laplace n'arrivait pas à résoudre, comme vous le savez, les équations algébriques du 5e degré. Et on n'y arrivait pas, ça faisait quand même 2 siècles que les plus grands génies s'attaquaient à la question, on ne comprenait pas pourquoi. Et si vous retrouvez des déclarations de Laplace et de Lagrange, pardon, pas Laplace, excusez-moi, de Lagrange et de Cauchy, au début du 19e siècle, ils disaient, bon, bah, finalement, l'algèbre, c'est à peu près fini, on ne peut plus faire tellement confiance aux mathématiques, on ne va plus pouvoir tellement avancer, il faut passer aux applications. Bon. Et voilà. Et qu'est-ce qui se passe en 1830? Bon, il y a bien sûr Abel avant, mais surtout Galois qui arrive, et puis qui d'un seul coup mettent au jour les raisons pour lesquelles on peut résoudre certaines équations du 5e degré et pas d'autres, et qui sont, comme vous le savez, l'existence de manière sous-jacente, quasiment inconsciente dans l'information polynomiale, d'un groupe de symétrie. Voilà. Et à partir de là, qu'est-ce qui se passe? Bah, au contraire, l'algèbre repart dans sa figure moderne, qui est éblouissante et qui, pendant 2 siècles, voilà. Alors, vous voyez, donc l'idée de dire qu'on ne peut plus faire confiance à la modernité aujourd'hui parce qu'on a buté sur des échecs, c'est à peu près la même chose que Lagrange et Cauchy qui disaient les mathématiques sont finies au début du 19e siècle, simplement parce qu'on n'avait pas trouvé encore les choses. Alors, il me semble qu'aujourd'hui, on est dans une séquence un peu comme celle-là, et que c'est quand même ce point-là qu'il faut continuer de tenir, de travailler, de transmettre aux jeunes générations. Il y a un trésor là, et donc à ce titre-là, c'est plus la même chose qu'en 68, où au contraire, cette confiance était vraiment était enthousiasmante. Il faut le transmettre, et pour le transmettre, il ne faut pas simplement dire là, il y a un trésor, mais il faut montrer aussi au présent comment on peut le travailler. Bon, je ne pense pas que ça va être notre génération. Moi, j'ai 72 ans, donc ce n'est pas notre génération qui va être l'équivalent de Galois. Ce n'est pas vrai. Vous savez, il y a un autre exemple musical qui est celui de Wagner, Parsifal. Il va y avoir des Parsifal, c'est-à-dire des jeunes de 20 ans
qui, d'une façon, dans une certaine naïveté, comme gallois, tout à fait, vont tout d'un coup trouver la manière de sortir de l'impasse dans laquelle on est. Mais le fait qu'on soit dans cette impasse ne doit pas du tout nous donner des raisons de désespérer. C'est ça que j'essaie de dire. Donc, à ce titre-là, c'est quand même, pardonnez-moi, ma réponse est un peu longue, peut-être un peu trop longue, mais un peu l'envers de ce qui se passait en 68. D'accord, mais en fait, c'était point, exactement, si je peux juste finir ma pensée, en fait, si je peux résumer ce que tu dis, voilà, la situation est grave, mais on pourrait refaire cette mai 68. Il y a toujours quelque chose à faire. On doit faire confiance à l'humanité, à la modernité, etc. Oui, mais je ne dis pas qu'il faudrait refaire 68, ça n'a pas de sens, parce que 68 lui-même a buté sur des problèmes. On va pas répéter les erreurs. Je veux dire, c'est comme les équations du 5e degré. On ne va pas constamment essayer de les traiter comme on traitait les équations du 4e degré. Ce n'est pas exactement ça. C'est que je pense que simplement, ce n'est pas parce qu'on bute sur un obstacle qui est réel, qu'on n'arrive pas à comprendre, qu'il faut abandonner toutes les ambitions, tous les principes, tous les désirs qui sont là à l'œuvre. Et même si ce n'est pas nous qui allons le trouver parce que, d'une façon, peut-être on est trop vieux pour entendre ça, il n'y a aucune raison d'en déduire une conséquence désespérée sur les mathématiques, comme voilà. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire des choses assez simples, c'est-à-dire on peut continuer de pratiquer certaines choses, même si ce n'est pas ça qui vont nous faire sortir. Alors, non pas la grande révolte de masse, mais des petites choses. Mais par exemple, un intellectuel, je reprends ma proposition à la fin, parce que pour moi, c'est ça, 68, en fait, ce que j'ai appris. C'est la première fois que j'ai été aux usines, à la sortie des usines, et que je me suis mis à discuter avec des ouvriers. Et donc, voilà, commencer dans ce monde-là, de se lier avec les gens qui sont dans les bidonvilles et les gens qui sont dans les grandes usines, ça, on peut le faire. Ce n'est pas pour ça qu'on va changer le monde, ce n'est pas pour ça qu'on va empêcher les guerres. Mais rien que ça, c'est une chose qui ouvre un nouveau chemin. Merci. Pardon, Fernando, que j'ai intervenu. Maintenant, c'est toi. No. On the contrary. I was just going to point out that Mirna is putting in the chat the synthesis of Francois' answers. For those who are not looking at the chat, please look at it. And let's continue with other questions and comments, please. Je pense qu'il avait Gisèle avec une question. Gisèle, tu vas poser ta question? Ton micro, il n'est pas activé. Ton micro, Gisèle, il n'est pas activé. Oui, j'ai oublié qu'aujourd'hui, ma machine, elle marche bien. Bonjour à tout le monde. Alors, fort intéressante, François Nicolas, absolument, dans le fil de ma pensée, votre présentation. Et là, je voulais demander, est-ce que vous ne pensez pas que les crises sont aussi là pour nous conduire justement à nous dépasser? Il ne faut pas être défaitiste, ne voir que le mauvais côté de la crise, mais plutôt avoir un état d'esprit qui vous conduise. Il ne faut pas désespérer. On voit qu'à l'issue de certaines crises, beaucoup de bonnes choses ont émergé. Et c'est d'ailleurs à l'issue des crises que des grandes découvertes ont été faites, qu'une organisation différente du monde s'est faite, etc. Donc, parfois, quand on aborde la chose de ce côté, la boutade, c'est de dire oui, vous pensez façon spirituelle, vous pensez sous l'angle spirituel. Mais je le vois totalement comme ça et je voudrais me rassurer. Est-ce que c'est à peu près ce que vous ressentez également? Oui, non, je vous remercie de votre question, de votre intervention. Oui, bien sûr, une crise a deux aspects. Donc, par certains côtés, il ne faut pas avoir peur des crises. Bon, même si, quand même, je ne vous cache pas que celle qui vient m'angoisse, pas pour moi personnellement, mais parce que je sais qu'il y a des millions ou des dizaines de millions de personnes qui vont plonger dans des situations catastrophiques. Mais vous avez tout à fait raison, c'est-à-dire que c'est de notre responsabilité de ne pas avoir peur des crises, c'est-à-dire d'en tirer quelque chose, effectivement d'en tirer quelque chose. Non pas spirituellement pour s'améliorer soi-même, parce que là, ça serait vraiment
ça serait abject. Si on se dit, bah, comme ça, il y a des dizaines de millions de personnes qui vont, puis moi, je vais m'améliorer. Bon. Mais effectivement, pour y retrouver le sens de ce qu'il faut poser, des gestes à poser, et donc, il ne faut pas voir effectivement la crise comme une sorte de couvercle qui interdirait tout. Ça, vous avez tout à fait raison. Mais à ce moment-là, notre responsabilité, elle est quand même, si on le dit, et là, je m'accorde vraiment avec vous, de faire nous, quand je dis nous, là, bah, c'est les 40 intellectuels rassemblés par Myrna, enfin, de faire l'effort de dégager les gestes, les choses à faire aujourd'hui, ici et maintenant, en sorte que cette crise, effectivement, puisse être source de quelque chose, mais pour l'humanité entière. Encore une fois, pas simplement... vous voyez, moi, je pourrais me retirer et me dire, bon, bah, allez, je vais composer dans mon coin. Oui, mais enfin, bon, là, c'est quand même une abjection au bout du compte. Enfin, voilà. Donc oui, la crise peut être une occasion. Et je crois d'ailleurs, merci à Myrna de nous rassembler là-dessus, parce que c'est finalement ça, moi je l'ai pris comme tel, son invitation, de dire, voilà, qu'est-ce qu'on peut poser et qu'est-ce qu'on doit poser, nous, aujourd'hui. Alors, chacun dans son pays, selon... Après, il y a une diversité. Là, Myrna parlait hier de pluralisme, évidemment qu'il y a des... donc oui, bien sûr, la crise peut être une occasion, à condition qu'on ait le courage, nous, et l'intelligence de la saisir et de proposer et de faire quelque chose. Merci. Est-ce que je peux continuer, Myrna? Fernando. Yes, you can, Giselle. Je peux, merci. Ah, merci beaucoup. Alors, vous parlez de courage tout de suite. À l'issue des crises, on voit qu'il y a deux attitudes en général qui se dégagent. Il y a les gens qui sont totalement défaitistes après la crise, pendant la crise et après, qui s'en sortent complètement abattus. Et il y a ceux, au contraire, qui tirent une certaine énergie. Ils tirent une énergie de la crise. Oui. Et moi, je me dis, finalement, c'est ce que je veux retenir, qu'il y a une énergie qui émane des crises et qui permet de créer des choses meilleures, des choses nouvelles. Ma question aujourd'hui, comme vous disiez tout de suite, justement, ce n'est pas seul qu'on doit faire les choses, ce n'est pas seul qu'on doit réfléchir pour ce nouveau monde, on ne veut pas le créer autour de soi seulement. Comment donner cette énergie, la transmettre à ceux justement qui sont plutôt défaitistes, pessimistes à l'issue de la crise? Moi, je crois, si j'entends très bien, merci encore une fois, je crois vraiment que ça passe par des choses élémentaires, comme celle où un intellectuel, ce que j'ai dit, sort de son confort, de son monde habituel, et va parler de questions qu'on parle ensemble avec des gens avec qui il ne parle jamais. Voilà. C'est aussi simple que ça pour moi, le point de départ, si vous voulez. Ça, c'est à la portée de tout le monde. C'est à la portée de tout le monde. Alors, je sais bien que ce n'est pas facile. Hein. Je ne dis pas non plus que vous allez dans une cité, vous allez pouvoir parler comme ça avec n'importe qui. Je prends un exemple. De mon côté, j'ai monté avec un certain nombre d'amis un groupe qui commence à les faire sillonner le monde pour aller dans les bidonvilles du monde entier et dans les grandes usines. On a été dans un bidonville au Maroc. On va aller dans un bidonville à Guayaquil, en Équateur. On veut aller dans... c'est pas si compliqué que ça. C'est pas si compliqué que ça. Mais évidemment, aller au Maroc pour aller rencontrer les gens du bidonville, c'est pas la même chose qu'aller au Maroc pour aller à Marrakech. Évidemment. D'ailleurs, quand on fait ça, tout le monde nous dit vous êtes bon barjot. Ben non, parce que finalement, c'est beaucoup plus intéressant d'aller discuter avec les gens du bidonville de Tabrit à côté à Salé que bon. Mais je veux dire, voilà. Et comment peut-on parler de ça avec des gens qui n'ont pas la même condition sociale, qui n'ont pas exactement la même vision des choses? Je crois que là, quelque chose s'éclaire sur les possibilités dont vous parlez et sur les énergies. Moi, je suis, et encore une fois, ce qui m'a mis en mouvement politiquement, c'était ça. Ça a été toujours ça. C'est-à-dire le fait d'aller parler des questions qui nous soucient avec des gens qui ne sont pas du tout dans la même position dans le monde. Et ça, c'est extrêmement positif. C'est pour aller tout à fait dans le sens de ce que vous indiquez. Thank you, François. Is there another question? We have still 3-4 minutes. Maybe I'll just say that there are people who are writing to me in the chat to tell me how much they are impressed by this presentation and by the whole story of François that has transpired through the reading of his text.
J'ai indiqué à la fin de mon texte mon adresse électronique, hein, donc on peut aussi la mettre, enfin d'ailleurs tout le monde doit les avoir, mais on peut bien sûr continuer ça par courrier électronique, enfin, surtout pour les anglophones où bon, c'est un peu difficile. Hein. Ouais. J'ai fait un peu de traduction, mais bien sûr c'est très limité. Voilà. Merci, merci Myrna. Between your text in English and Mirna's translations, I think that people will certainly write you, Francois. So I thank you on behalf of everyone. Thank you very much for your living solidarity, your altruistic, pluralistic perception, and the hope, which is also very important for this conference. So we will take 2 minutes out in order to straight our legs, and we will continue with Marie-José Malice in 3 minutes at 2:45. Thank you, Fernando. Thank you, Myrna. Thank you, Francois.